Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous retrouver tous les matins de 6h15 à 10h. Il est 8h49 avec nos éditorialistes du jour, Elisabeth Lévy, Éric Revel, et vos appels au standard 0826 300 300 pour nous dire ce qui vous interpelle dans l'information aujourd'hui, et si vous avez envie d'en débattre avec nous en direct. Parlons vrai, l'antenne vous est ouverte. Oui, c'est vrai. Cécile, nous avons notre question du jour qui est autour de la société de vigilance, avec l'appel lancé par Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il va trop loin? Nous en débattrons tout à l'heure à 9h15 avec des invités politiques. Mais d'un mot peut-être, Elisabeth Lévy, Éric Revel, moi, je trouve que honnêtement, pour une fois, Emmanuel Macron ne s'est pas caché derrière son petit doigt dans ce discours. Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, la société de vigilance, évidemment qu'il faut... Ça s'adresse aussi beaucoup aux musulmans, puisque ce sont eux qui, dans les mosquées, dans certains quartiers, peuvent voir la radicalisation. Donc ça s'adresse beaucoup à eux. Maintenant, il faut faire attention, à pas entrer dans une société de délation. Et puis moi, je dirais tout de même qu'avant d'en appeler à la société, je sais bien, j'aime pas qu'on pleurniche tout le temps auprès de l'État, mais la police, ça relève de l'État. Or, je vois, par exemple, j'entends tout le temps, tous les jours, des histoires que des dames se baladent en burqa et que on n'essaye même pas de les leur faire enlever parce que ça provoquerait des émeutes. Quartiers, c'est scandaleux. Commençons par faire appliquer nos lois, vous voulez dire, Elisabeth. Commençons par faire appliquer nos lois. Oui, comment voulez-vous qu'on croie en un État qui n'est pas fichu de faire enlever son voile à une dame? Franchement, là c'est pas que le voile, ça va au-delà. Pour la burqa, je donne cette... Le voile est autorisé. Non, je parle de la burqa, de voile intégral, pardon. Excusez-moi, la burqa est interdite. Et si vous voulez, ça ne devrait pas être une loi de la République si dure à faire appliquer. Oui, sauf qu'Elisabeth, la société est en train de changer à vitesse grand V. Moi, j'ai été effaré par un sondage que vous avez peut-être vu il y a 15 jours de l'IFOP pour l'Institut Montaigne, qui a interrogé 1000 musulmans qui vivent leur foi tranquillement en France. 1000 musulmans, un échantillon représentatif de la population musulmane qui vit en France. 29% expliquaient qu'ils considéraient que les lois islamiques étaient au-dessus des lois de la République. 29%, c'est quand même un chiffre qui interpelle. Et sur la question du voile que vous souleviez, 36 ou 37% de mémoire estimaient que leur fille devrait pouvoir porter le voile à l'école ou au lycée. C'est un sondage qui n'a pas été tellement, me semble-t-il, commenté, repéré, relayé, mais qui en dit beaucoup aussi, c'est un constat, sur l'évolution de notre société. Donc, si vous voulez, faire respecter les lois dans un pays comme le nôtre sur le port du voile dans l'espace public, alors qu'on voit que le chiffre qui est en accroissement de gens, visiblement, moi, c'est un sondage. Oui, mais attendez. Je voudrais vous répondre, parce que vous avez raison, mais d'ailleurs, pardon de me citer, mais j'en ai parlé moi ici même de ce sondage. C'était fait à l'occasion des 30 ans de Creil. Pourtant, je vous écoute souvent. Oui, vous m'avez raté ce jour-là. C'était fait à l'occasion, peu importe, on s'en fiche. Les deux jeunes filles qui, grâce à Lionel Jospin, avaient pu porter leur voile. D'ailleurs, le proviseur s'est beaucoup expliqué par la suite. D'ailleurs, 20 ans, c'était en 2000, en quelle année? Enfin bref. 20 ans après, on a eu, c'est en 84, 20 ans après, on a eu la loi sur le voile à l'école, qui est une excellente loi. Ce que vous décrivez, c'est un phénomène de sécession culturelle. Et l'enquête de l'IFOP n'est pas la première. Toutes les enquêtes, en gros, aboutissent au même chiffre. Une grosse minorité de 30%, avec ceci d'inquiétant, que dans la jeunesse, c'est 50%. Dans la jeunesse, c'est 50%. Alors la question, c'est de savoir, est-ce qu'on attend que ce soit 60 puis 70, etc. Ou est-ce que on s'appuie, disons, sur le reste, la base de gens dont beaucoup sont devenus des Français comme vous et moi, sont passés par la machine à assimiler, et cela, c'est vrai, il faut qu'ils se réveillent. Vous venez de le dire, là, ce qu'on appelle la majorité silencieuse, elle doit l'ouvrir et arrêter de nous dire que ça n'a rien à voir. Ça, c'est sûr. Mais il faut aussi faire attention, effectivement, à ne pas entrer dans un monde où tout musulman va devenir un suspect. C'est aussi un danger. C'est aussi un danger qu'on doit absolument éviter. Ce risque. Il y a aussi quelque chose, moi, qui m'a frappé dans la séquence qu'on vit, et avant la nouvelle audition du ministre Castaner devant le Sénat tout à l'heure, c'est que ce jeune stagiaire qui a abattu ce tueur, qui devait recevoir la Légion d'honneur, en fait, ce type qui aurait dû être montré comme un héros se cache
et réclament l'anonymat. Ça veut dire aussi, à mon sens, quelque chose du basculement de la société française vers une trouille. Vous voyez, aux États-Unis, le type, ce serait un héros. Alors, il serait sans doute protégé, mais on le montrerait. Nous, et c'est respectable, le type réclame l'anonymat. Il réclame il qu'on va lui remette probablement pas... être muté, etc. Mais vous vous rendez compte ouais. Et alors, est-ce que c'est pas le triomphe du terrorisme islamiste? C'est-à-dire que la peur qu'ils aimeraient bien que la société française vive au quotidien, elle est en train de s'emparer d'un type, alors il était stagiaire, mais qui est un héros, pour moi, et qui aujourd'hui se cache parce qu'il a la trouille. Bien sûr. La société française a-t-elle basculé? De la même façon que, par exemple, la police. Moi, je suis allé sur la manif des policiers il y a 10 jours, et ce que m'ont raconté beaucoup, c'est on dit à nos enfants de ne pas dire qu'on est policier. Donc, ils ne rentrent plus en uniforme chez eux. Voilà, ils ne rentrent pas en uniforme chez eux. Donc, effectivement, il y a la peur. Et cette peur s'allie en quelque sorte au politiquement correct, Eric. Il n'y a pas que la peur. Ce qui se passe, je voudrais dire un mot quand même de Charlie. Je voudrais dire un mot de Riss et des autres qui Riss sort un livre ces jours-ci. Tout le monde s'en fout. Et qui aujourd'hui est prêt à se battre, si vous voulez, pour tout de même le droit au blasphème au sens large, pas seulement religieux, mais le droit de blasphémer absolument ce qu'on veut dans ce pays. Alors que on vit sous le règne des susceptibilités. Attention, il faut pas blesser. Attention. Et tout le monde. Donc, je pense que oui, il y a un moment. Vous avez tout à fait raison. Il y a une peur physique qui est réel pour un certain nombre de gens. C'est vrai que moi, je serais dessinateur de presse aujourd'hui. Je suis pas sûr que j'aurais le courage de faire des caricatures du prophète de l'islam. Je veux dire. Et puis, il y a la peur d'être traité d'islamophobe, de ceci, de cela. Donc, oui. Avec un pays qui a porté quand même le plus lourd tribut aux attentats terroristes. Vous vous souvenez le chiffre, 263 morts depuis 2012 en France. On est le pays en Europe. Je parle pas des musulmans qui sont massacrés. Il faut aussi en parler. Dans leur pays, ailleurs, dans leur pays, en Indonésie, la minorité musulmane en Chine, par exemple, paye un très lourd tribut. Mais en Europe, on est le pays qui a... Donc cette peur s'explique aussi peut-être par cela. Et puis quand vous lisez des interventions de magistrats antiterroristes, sans vouloir semer la peur, ils vous disent qu'en fait, des attentats de masse, il y en aura sans doute d'autres sur le sol. Et d'ailleurs, il y a un sondage ce matin pour IFOP, Fiducial, CNews et Sud Radio sur l'évaluation de la menace terroriste. Elle est, comment vous l'évaluez ? À 89%, elle est élevée. De nouveau, elle est remontée, elle était un petit peu descendue. Pas de risque alors zéro. C'est vrai que c'est au lendemain, évidemment, de cet acte terroriste, etc. Mais c'est très élevé. Je regardais cette tendance depuis quelques années. On est toujours entre 80 et 95% en fait de menaces. Alors que dans les années 2010, on était 45-50%. Allez, on continue dans un instant. Évidemment, le débat, le petit déjeuner de l'actualité. Vos appels également, 0826 300 300. Et on aura Laurent au standard. Restez avec nous, 8h57, c'est le Grand Matin Sud Radio. Et ce matin, comme tous les jours, on vous donne la parole, 0826 300 300. Venez nous dire si vous avez des sujets qui vous intéressent. Vous voulez qu'on en débatte avec Elisabeth Lévy, Éric Revel et Patrick Roger. Vous nous appelez maintenant, on vous attend au standard. Oui. Dans un instant, on continue en fait d'évoquer ce que vous disiez en fait tout à l'heure sur peut-être, parce qu'on a été interrompu par le journal, par cette peur qui s'est installée dans la société. Chez les forces de l'ordre, oui, voilà, c'est ça, Elisabeth. Évidemment, c'est tout de même très impressionnant quand on apprend la suite, disons, de dysfonctionnement, de gens qui ont regardé leurs souliers, bref, de tout ce que vous voulez, qui aboutit au fait que Harpon passe entre les mailles de tous les filets. Et vous le savez très bien, il y a eu un rapport de la DGSI sur l'entrisme dans les services publics l'an dernier. Et voilà, donc c'est vrai que il est vrai, que ça ne relève pas que de la société. Arrêtons aussi de dire que l'État ne peut rien faire. Il me semble que là, pour le coup, ça n'est pas à la société de dire dans l'armée, dans la police, etc., il faut faire ceci ou cela. Simplement, je crois qu'il faut arrêter, et notamment dans les médias, ça me paraît très important, si vous voulez, de nous faire le coup tout le temps du rien-à-voirisme. Ça n'a rien à voir avec l'islam, ça n'a rien à voir, c'est l'islamophobie, nos jeunes sont des victimes. J'ai quand même entendu beaucoup d'âneries avant qu'on sache vraiment les choses, sur le fait que c'était encore un drame de la discrimination ou du harcèlement hiérarchique, si vous voulez. Et on en a parlé ici, on est dans une société, si vous voulez, où tout le monde veut être victime. Je ne crois pas qu'il faille encourager tout le monde à se sentir victime, et en particulier à se sentir victime des autres.
Moi, sur la tuerie et sur l'affaire de la clé USB de Harpon, moi j'ai beaucoup d'interrogations autour d'une question, à mon avis, qu'on n'a pas suffisamment abordée. C'est celle du travail collaboratif entre les services des différents pays pour lutter contre le terrorisme islamiste. Je m'explique. On sait comment fonctionnent les services de renseignement. Dès lors où les services américains, allemands, japonais apprennent que des fuites ont été possibles à cause d'une personne infiltrée, radicalisée, la question que se posent beaucoup de gens dans les hiérarchies du renseignement français, c'est: vont-ils continuer de collaborer, nous donner des informations qui vont venir de l'extérieur sur des affaires terroristes? Et ça, c'est un vrai sujet qui n'est pas abordé et que certaines personnes du renseignement en France commencent à aborder. C'est-à-dire, vous aviez une taupe chez vous qui en plus était radicalisée, qui travaillait sur des sujets sur lesquels on vous donnait des informations, puisque vous n'êtes pas capable de nous dire encore tout à fait s'il a transmis ces informations et à qui, y compris des informations que nous, services étrangers, nous vous avions données, eh bien on va regarder si on continue de collaborer avec vous. Ouais. Ce qui peut poser un problème, parce que la majorité, et heureusement des attentats sont déjoués en France, mais le sont aussi grâce à des renseignements de services étrangers. D'ailleurs, la France, les services français sont considérés par les services étrangers comme collaborant très bien. Je voudrais juste ajouter un truc. Il y a des choses qu'on sait. Par exemple, dans un autre rapport de la DGSI, mais qui est confirmé absolument par toutes les enquêtes publiées dans la presse, pour le coup, on apprend que l'un des premiers, probablement le premier vecteur de radicalisation aujourd'hui, ce sont les clubs sportifs. Oui, on l'a évoqué tout à l'heure, Patrick Caner, l'ancien ministre des Sports. Il y a les clubs sportifs. Enfin, Patrick Caner, je me rappelle certaines de ses déclarations où, franchement, on avait plutôt l'impression qu'il faisait partie de ceux qui nous disaient de regarder ailleurs. Mais enfin, bon, il est plus là. Non, il avait quand même lancé l'enquête. Non, je parle de déclarations passées. Donc, tant mieux s'il a changé. Les clubs sportifs, les associations. Nous, à Causeur, on en a fait plein, mais on n'est pas les seuls. Il y a eu plein d'enquêtes montrant que telle ou telle association, on sait très bien que en réalité, sous prétexte d'apprendre à manger bio, en fait, ils endoctrinent les gamins en leur expliquant que il faut non seulement manger halal, mais surtout pas manger avec des Français ou ce genre de choses. Si vous voulez, ce séparatisme, il est entretenu par tout un réseau, et ceux-là, on les connaît. Simplement, il y a une certaine lâcheté peut-être de certains maires, mais il y a aussi le fait qu'on les abandonne et qu'on les laisse complètement tomber. Il ne faut peut-être pas exagérer non plus, Elisabeth, qu'il y a un clientélisme de certains maires. J'ai dit certains maires. J'ai dit peut-être une certaine il faut quand même encourager. Pardon, c'est un peu les jeunes à faire du sport. Je veux dire, il faut quand même encourager. Oui. Ah non, parce que bien sûr. Mais parce que si vous voulez, souvent pour les jeunes des cités, faire du sport, c'est aussi une façon parfois de se sortir de situations personnelles, familiales, complexes. Vous avez l'air mieux informé que la DGSI qui nous dit que les clubs de sport pas du tout, Elisabeth. Je dis simplement attention, vous parliez tout à l'heure du risque de délation. Vous parliez du risque de délation tout à l'heure en expliquant que, attention, il ne faut pas stigmatiser. Justement, je reprends votre argument, attention à ne pas stigmatiser trop les jeunes de banlieue qui font du sport au prétexte que ce serait... non mais oui, vous répondre. Attendez, il y a une réponse très simple. Il ne s'agit pas de stigmatiser les jeunes de banlieue. C'est vous-même tout à l'heure qui avait dit attention à la délation. Il s'agit de faire en sorte que les endroits d'endoctrinement, il s'agit de faire en sorte que les endroits d'endoctrinement ne le soient plus. Mais vous devriez être plus inquiète. Vous devriez être plus inquiète par le fait que la Turquie, qui est en train de massacrer les Kurdes, finance beaucoup de mosquées en France. Je suis très inquiète aussi de ça. Ça va vous inquiéter davantage. Franchement, vous délirez. Excusez-moi, mon cher Eric. Écoutez, j'ai le droit de délirer, ça fait partie des droits de l'homme en France de délirer. C'est un droit de l'homme, absolument. Ça, vous avez raison, donc vous délirez à votre tout à fait à votre bon droit. Je pratique le Elisabeth Lévy dans le texte. Très bien, vous avez absolument raison. Simplement, je vais vous répondre. Je tiens à vous répondre sur les clubs de sport et les associations. Je ne vois pas au nom de quoi les pouvoirs publics, que ce soit des pouvoirs publics locaux ou nationaux, devraient financer des endroits sans avoir le moindre contrôle de ce qui s'y passe. Je ne dis pas du tout qu'il faut fermer les clubs de sport. Je dis que il faut les contrôler. Par exemple, le fait que plein de gamins vous le racontent, maintenant, on ne se douche plus nu dans les clubs de foot.
Bon, alors on peut trouver ça génial. Il n'empêche que c'est pour une espèce de pudibonderie qui est absolument religieuse et que, je veux dire, je ne pense pas que... Je pense que cette espèce de camaraderie des vestiaires ou des douches, ça me paraît... Vous aimez l'amitié virile, Elisabeth. Oui, j'aime l'amitié virile, pourquoi vous non? Mais sur Erdogan, non. Oui, parce que vous on n'en parle pas. Absolument raison. Rappelez-vous, une chose que quand même, il y a des Turcs qui sont venus cramer des kiosques en France parce que Le Point avait fait une couverture très hostile à Erdogan. Donc, je suis absolument d'accord avec vous. C'est inquiétant. Oui. C'est et extrêmement inquiétant. On a un appel au standard avec Cynthia qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Cynthia, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Cynthia. Bonjour tout le monde. Vous voulez réagir sur l'immigration, vous? Oui, sur l'immigration, parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps. En tout cas, le président en parle beaucoup. C'est pas toujours très clair ce qu'il raconte, mais bon. Je voulais en parler. Pourquoi? Parce que ça fait déjà un an que, avec les Gilets jaunes, on clame une justice, que ce soit pénale ou sociale pour tous. Mais je trouve qu'au niveau de l'immigration, il n'y a pas vraiment beaucoup de justice. Je m'explique. Mon mari est russe, donc il n'est pas français. Ça fait déjà 12 ans qu'il est en France. Il n'a pas eu le droit, quand il est arrivé, à la sécurité sociale gratuite. Il n'a pas eu le droit à des aides. Il a le droit à rien du tout. Et parce que il est venu légalement. Donc à un moment donné, je pense qu'il va falloir faire pareil pour tout le monde, c'est-à-dire où tout le monde est sur le même niveau. On arrive en France, et ben on vient pas pour se faire payer des choses ou quoi que ce soit. On vient parce qu'on veut partir. On les aide à s'installer, on est d'accord, mais pas pour simplement récupérer des aides, comme j'en vois beaucoup, parce que nous, on a créé une association sur Narbonne et que beaucoup de gens viennent nous voir et voilà. Après, on s'aperçoit de ceux qui viennent pour les aides, donc ce que moi j'appelle des réfugiés économiques, et après ce que j'appelle des réfugiés vraiment de guerre, c'est pas du tout la même chose. Voilà, donc ça, et de ce côté-là, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que le président y mette le nez surtout dans les ONG, parce que j'en connais beaucoup. Et beaucoup d'ONG font le boulot, pour moi en tout cas, le boulot des passeurs de migrants. Et pour moi, ça fait le boulot des terroristes aussi. Oui, non, mais c'est vrai, il faut faire le ménage. Vous avez raison, il faut faire le ménage. Comme Elisabeth Lévy disait qu'il faut faire le ménage avec certaines associations ou clubs sportifs. En tout cas, qu'il y ait un contrôle. Elles doivent exister, mais il faut vérifier quelle est la finalité un petit peu. C'est ce que vous voulez, Cynthia. Ce que dit la dame, c'est même plus grave. Cynthia. Parce qu'en fait, ça fait système. Le problème, c'est qu'avec les meilleures intentions du monde, les ONG qui vont chercher les gens en Méditerranée ont instauré une espèce de collaboration avec les passeurs qui amènent les bateaux, les rafios, à la limite des eaux territoriales, parce qu'ils savent. Je veux dire, les gens montent dans ces bateaux parce qu'ils savent qu'ensuite les ONG viennent les chercher, sauf quand ça rate, parce que évidemment les naufrages sont dus au fait que parfois ça rate. Et donc, s'il n'y avait pas ces passeurs, ces ONG qui viennent les chercher, si vous voulez, on n'aurait pas ces flux, par exemple en Méditerranée. Ça, c'est absolument. Je pense qu'on a un problème global, même si là, ça a été abordé par le petit bout de la lorgnette, un débat sans vote à l'Assemblée nationale sur l'immigration, c'est pas un débat. Bien sûr qu'on n'attendait a un rien. Parce que dire, on a un problème global avec notre politique d'immigration. En fait, puisqu'on a la patrie des droits de l'homme, on a mis la grande porte d'entrée de l'immigration en France, c'est le droit d'asile. Bon, mais quand vous regardez dans le détail les chiffres sur le droit d'asile, et Cynthia a raison, la politique française est quand même largement incohérente. Vous avez des demandeurs géorgiens ou albanais, de pays qui sont pas forcément des démocraties, mais qui sont pas des dictatures absolues, qui demandent le droit d'asile. Résultat, vous avez des tas de gens qui essaient de rentrer en France par la porte du droit d'asile, qui sont la plupart du temps majoritairement déboutés, c'est-à-dire qu'ils n'ont. Mais ensuite, on peut pas les expulser. Si ils restent en France. Donc, si vous voulez, il faut remettre à place cette politique de l'immigration, mais pas à faire un débat sans vote à l'Assemblée nationale. Il faut prendre des mesures pour éviter cet engorgement sur le droit d'asile qui souvent ne rime plus à rien, au détriment d'une immigration qu'on pourrait davantage filtré. Non mais d'abord, le droit d'asile a été complètement dévoyé au niveau européen. C'est la nouvelle filière d'immigration illégale, soyons clairs, puisque les déboutés restent, vous l'avez dit, patrie des droits de l'homme. Le problème, en fait, c'est que on n'a pas de politique migratoire, puisque on nous explique que toute politique migratoire relève en réalité du droit d'avoir une vie familiale normale, du droit Donc, si vous voulez, globalement, on vous explique toute la journée qu'on ne peut toucher à rien. Le droit d'asile, le vrai, pour moi, est sacré, mais effectivement,
il concerne très peu de gens. Mais de toute façon, notre problème, ce sont les gens à qui nous ne donnons pas le droit d'être chez nous. C'est comme vous l'avez dit, c'est la question. Juste une dernière chose, ça fait 30 ans que ce sujet échappe à la délibération démocratique. C'est-à-dire que vous voyez bien que sondage après sondage, les Français, au-delà bien de la droite et bien au-delà de l'extrême droite ou du vote Front National, vous disent qu'il faut réguler, arrêter, limiter drastiquement l'immigration, justement la limiter probablement au cœur du droit d'asile pour les persécuter. Et ça fait 30 ans qu'on nous dit très régulièrement, ah ben non, c'est pas possible, on n'a pas le droit, c'est la richesse de la France, patin couffin, en voyant pas du tout les questions culturelles. Donc oui, il faut revoir notre politique migratoire, il faut en avoir une, tout simplement. Merci Elisabeth Lévy, Éric Revel pour ce débat, et Cynthia à Narbonne.